Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Dites-moi. Un petit tour dans Bruxelles. Ça je peux faire. Vous avez de l'argent sur vous? Est-ce qu'on peut pas payer Je dois avoir un peu de liquide. avec des Vous cartes? êtes encore en francs belges ou vous êtes passé à l'euro? Non, on est passé en euros. C'était quand? C'était le mois dernier? L'an dernier. L'an dernier. Ouais. 2020, après le Covid. Jérémy Ferrari, originaire de Charleville-Mézières, vous arrêtez l'école à 16 ans pour monter à Paris dans l'espoir d'être humoriste. Un premier spectacle, Moi méchant, et une apparition dans le Morning Café sur M6 vous mettent le pied à l'étrier. Mais votre humour noir ne fait pas encore l'unanimité. Après 10 ans de galère, Laurent Ruquier vous révèle enfin en télé, dans On ne demande qu'à en rire. En même temps, votre one-man show Alléluia Bordel fait un carton, tout comme Vendeuse pièces à Beyrouth et Anesthésie Générale, votre nouveau spectacle, le plus personnel, où vous racontez les troubles et les addictions dont vous avez souffert. Par ailleurs, vous êtes producteur d'autres artistes et créateur de festivals, dont le Smile and Songs en Belgique. Bienvenue à bord, Jérémy Ferrari. Allez, je vous mets un peu de musique, Jérémy, si vous Avec voulez. plaisir. C'est parti. Un peu de musique. Connaissez ça? Connaissez ça ou pas? Je trouve que c'est bien pour commencer. C'est TSF Jazz? De toute façon, tous les taxis mettent TSF Jazz. Non, c'est vachement bien ça. Vous avez ça, TSF Jazz, en Belgique? Non. C'est une station de jazz, une radio de jazz, et tous les taxis mettent ça. C'était la musique de Pouic Pouic. Ah, j'ai pas C'est reconnu! Pouic Pouic quand même. J'ai pas reconnu Pouic Pouic. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu. J'ai pas reconnu. J'ai l'image du petit poulet avec Salès. J'ai l'image de Funès. Mais je me souviens plus de la musique. C'est un des films de votre enfance, c'est ça, hein? Ah, c'est le film qui me faisait le plus rire au monde. Donc ma mère n'arrêtait pas de me le passer parce que dès que je voyais ce petit poulet en laisse, je mourais de rire, quoi. Ça me faisait mourir de rire. Je pouvais passer des heures à regarder ça, un petit poulet en laisse. Je sais pas pourquoi. Je trouvais ça tellement débile. Ça me faisait mourir de rire. Madame, bonjour monsieur. Voici le poulet de madame. Oh, mon petit pouic-pouic, que ça me meut, c'est pas beau ça. Oh, où godez ça? On va dire bonjour à son papa, hein, pouic-pouic, pouic-pouic. Bonjour papa, papa, pouic-pouic. Godez. Oh. Et vous êtes fan de jazz? Non. Juste dans les taxis. Ouais, non, je suis pas fan de jazz. J'aime bien en écouter comme ça en fond, mais je suis pas fan de jazz. Vous êtes fan de quoi? En musique? Non, en tout. Je suis fan. Après, on peut être fan de rien, hein. C'est pas ce qu'on appelle fan. Je suis passionné d'arts martiaux, par exemple. On n'est pas fan d'arts martiaux, c'est bizarre. Non. Un peu fan de certains combattants, mais non, je suis pas fan de grand chose. Je suis passionné, mais fan. Non, je suis pas fan. Je suis fan de rien en fait. Mais passionné d'arts martiaux, effectivement. Oui, ça, vraiment beaucoup. Ça, vraiment beaucoup. Vous en faites encore? Ouais, j'en fais beaucoup. Et j'ai hésité pendant un temps à faire mon métier. Hein. Je pense que c'est le côté défi. Je pense que j'aime bien la philosophie de l'art martial. Alpiniste, c'est pas mal comme défi aussi. Ouais, mais déjà à Charleville-Mézières, il n'y a pas beaucoup de montagnes, alors qu'il y a pas mal de clubs de judo. Donc pour faire alpinisme, faut avoir l'idée, quoi. Déjà, au moins, faut voir une montagne par sa fenêtre. Moi, par ma fenêtre, j'avais des HLM, j'avais pas le Mont Blanc, quoi. Donc quand tu vas des HLM, je vais plutôt apprendre à me battre qu'apprendre à descendre. On a trouvé la rappel des réponse. glaciers. Voilà. Ce dossier-là est classé. Tu vas le tuer! Je vais le tuer! Tu vas le tuer! Je vais le tuer! Tu vas le tuer! Je vais le tuer! Allez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Je vais le tuer! C'est vrai, vous l'avez dit, vous venez de Charleville-Mézières. Ça s'entend pas quand on vous entend parler comme ça, Non, mais vous j'ai venez de la travaillé. même ville qu'Arthur Rimbaud. Oui, mais j'ai travaillé, hein, mon accent. Parce qu'on parle un peu comme ça, Eh Charles, ouais. on parle comme ça, on n'articule pas beaucoup, on parle un peu comme ça. Donc j'ai travaillé pour l'enlever. Mon prof de théâtre m'a fait bosser ça. Ah ouais, carrément. Ça s'entendait trop. Et vous aviez des grands-parents belges, non? Mon arrière-grand-père était journaliste au soir. Ma grand-mère est allée aux Beaux-Arts ici, à Bruxelles. Oh, ok. La Belgique, pour moi, a toujours été c'est comme je dis souvent, c'est même pas, presque pas un autre pays. Pour moi, c'était le bout de la rue, quoi. Et maintenant, vous allez faire Forêt Nationale. Et maintenant, je vais faire Forêt Nationale. La consécration. Ouais, c'est chouette. C'est marrant. Et donc, il y a 3 personnes connues à Charleville-Mézières. Arthur Rimbaud, Michel Fourniret et vous.
Ouais, en gros, c'est ça. Et ils faisaient quoi, Fabrice et Muriel, vos parents, à Charleville-Mézières? Alors, ils étaient petits commerçants de proximité. Ils avaient une épicerie de quartier, quoi. Ok. C'était les commerçants du quartier. Et on vivait bien dans cette famille-là? Ouais, ça va. C'est milieu modeste. On a vécu longtemps au-dessus du magasin, donc dans le quartier. Et puis après, quand mes parents ils ont pu mettre un peu de côté et tout, on a pu avoir une maison. On était contents. Moi, j'étais content. Je voulais un jardin. Et ouais. Je disais toujours à mes parents, je veux un jardin. Comme j'adorais la nature déjà et tout. On n'avait pas un grand jardin, mais juste d'aller dans le jardin. Et l'école, quand vous étiez gamin, vous avez aimé ça ou pas du tout? J'ai détesté. 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 C'est la pire Ah oui, période de ma vie, catégorique, c'est oui. l'école. Ça a été horrible. Pourquoi? Donc déjà, il a fallu passer la débilité des garçons adolescents, de concours de beats dans les vestiaires, de je te jette de l'encre en classe parce qu'on trouve ça rigolo. Donc déjà, il y a la bêtise ambiante de Ouais. l'enfance et de l'adolescence, que j'avais beaucoup de mal. Avec laquelle j'avais beaucoup de mal, pardon. J'avais beaucoup de mal. On voit bien que je suis pas allé beaucoup à l'école. Je me mettais beaucoup à part. J'étais pas du tout rejeté par les élèves. J'ai pas joué ma Non, c'est Cosette. ça. C'est Mais moi ça qui vous intéressait pas? c'est moi qui me mettais beaucoup à part. J'avais du mal à communiquer. J'avais du mal à bon. J'avais mes potes, mais bon, c'était un peu dur quand même. Ouais. Et puis après, le problème principal, c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on me force à apprendre des choses. Et j'ai l'impression surtout qu'on me force à penser des choses. Et alors ça, j'ai un gros. Vous réalisez ça quand vous êtes gamin? Ah ouais. On me force non Ah oui, seulement oui. à apprendre, mais à penser? Ah oui, je vois bien que tout est fait pour qu'on pense tous de la même manière, quoi. Je suis pas forcément en désaccord avec ce qu'on me force à penser. Ce qui m'énerve, c'est qu'on me force à penser quelque chose. Ceci, j'ai quand même plutôt des bonnes notes jusqu'en 6e. Jusqu'à 12-13 ans? Ouais, c'est ça. Puis à partir de la 6e, j'abandonne. Après, je redouble ma 3e. Enfin, bon. Après, Ah oui, c'est c'est ça. Et en seconde, j'ai arrêté au bout de 3 mois. J'avais 1,5 de moyenne générale en seconde. Les parents, ils sont pas contents quand les enfants ont 1,5. Non, mais Souvent. mes parents, en vrai, ils sont très embêtés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont de la peine pour moi. Parce qu'en fait, ils voient surtout que je suis très malheureux. Ils voient que je suis pas un mauvais gars, que je fous pas le bordel en classe. Et ils voient je pense qu'ils voient un adolescent intelligent et triste. Donc, ils savent pas trop quoi faire. Et puis, il va y avoir les cours Florent. Parce que moi, je veux faire du théâtre. J'ai commencé à faire des représentations sur scène, etc. Donc à 16 ans, vous dites à vos parents, je vais plus à l'école. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que ma mère me dit, écoute, tu vas arrêter l'école, machin, mais non, on veut que tu ailles jusqu'au bac, blablabla. Donc, à moins que tu sois pris au cours Florent, tu n'arrêtes pas l'école, tu vas jusqu'au bac. Ok. Mais en fait, elle est maligne, ma mère, parce qu'elle sait qu'on peut pas être prise au cours Florent avant 18 ans. Sauf que je vais être tellement bon à l'audition que le gars me dit, écoutez, je suis prêt à vous faire une dérogation si vos parents sont d'accord. Oh merde! Du coup, j'appelle ma mère. Je dis, j'ai pas été pris. Elle fait semblant d'être triste parce qu'elle savait très bien que j'avais pas été pris. Puis après, je lui dis, en fait, j'ai été pris. Il me propose une dérogation. Donc, mes parents sont très embêtés parce que c'est des gens de parole. Eh ouais. Donc, ils vont tenir leur parole. Et un jour, mon père m'appelle. Je me rappelle, je suis en haut. Ma mère, ça lui faisait beaucoup de peine parce qu'elle me déposait au lycée. Je pleurais et tout. Enfin, donc ça faisait beaucoup de peine à mes parents. Et puis en fait, finalement, ils se sont dit, ils sont allés voir mon professeur de théâtre, Bruno Nion, qui était mon prof de théâtre de l'époque, qui m'a appris beaucoup de ce que je sais maintenant. Et il a dit, honnêtement, j'aurais dit ça à aucun parent, mais vous, je vous le dis, vous pouvez le laisser y aller. Il va y arriver. Ça mettra 5 ans, 10 ans, mais il va y arriver. Donc, on est parti là-dessus. Donc, je suis parti. Et j'ai intégré les cours Florent à même pas 17 ans. Et à Paris, au cours Florent, ça change? Pas tant. Ça change pas de ouf, hein. Non. On est quand même sur une petite désillusion. Ouais. C'est-à-dire que j'arrive, je suis convaincu que je vais trouver que des gars comme moi, des gens comme moi, passionnés. Et en fait, j'ai quand même beaucoup de fils d'avocats qui viennent là parce que leur papa leur paye les cours. Alors que moi, c'est le Graal et eux, c'est juste un passe-temps. C'est juste un passe-temps pour améliorer leur oral, pour leur barreau, quoi. Donc c'est un peu dur. Et après, deuxième année, alors là, je tombe sur un professeur de la Comédie Française qui nous explique que tout est un sous-art à part reprendre pour la 174e fois Shakespeare. Ouais. Et donc là, ça va clasher. Là, ça va clasher. On va vraiment s'engueuler, quoi. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, je sais pas, je l'énerve, parce que je veux faire du one, je sais pas, ça l'énerve. J'ai arrêté les cours en cours d'année, je dis. C'est ça. Et là, vous avez quel âge? 18, 19, quoi. 18, 19. Donc là, Vous ma mère. arrêtez pour la deuxième fois l'école. À 18 ans et demi.
Fabrice et Muriel? Fabrice et Muriel, ils sont pas bien là. Qu'est-ce qui se passe? Je dis bah écoute, je me suis pris la tête avec le prof, mais il n'y a pas moyen d'arranger. Je dis bah non, on l'a vu. Non, j'ai mis un coup de boule. C'était pas loin. Franchement, j'étais très très agacé. Du coup, après, le problème quand on ne va plus au cours, c'est qu'il y a moins de raisons de se lever. Ah oui, mais moi j'ai toujours des problèmes d'argent, hein, donc de toute façon il faut que je me lève. Hein. C'est ça, en fait c'est ça. Ah bah oui. Non mais c'est utile. Bah, bien sûr. C'est con, mais c'est vachement bien. En fait. Les cours Florent, pour moi, Ce soit pas c'était 9 heures dans la semaine. C'était rien du tout. Mon quotidien, c'était travailler pour payer mon loyer. Ah ouais, jeune? Eh, ils ont l'air de pas avoir de diplôme non plus. Alors peut-être ils ont fait comme moi les petites annonces, hein. C'est ça qu'on fait quand on cherche du travail et qu'on n'a pas de diplôme. Moi j'ai trouvé du travail assez facilement, je vais pas vous mentir. Bon, un travail de merde, hein, par contre, hein, évidemment, hein, on est quand même à Paris, mais j'ai trouvé du travail. Et alors moi je travaillais chez Orange, tu sais, au service client là par téléphone au 700. Ouais. Ouais, toi ça te fait marrer, mais moi c'était ma vie ça là-bas. Hein. Mais vous êtes certain que ce sera one man show. Ah, Vous ne faites pas des cours de théâtre pour autre chose que ça. Non, mais je suis déjà sur scène. En vrai, j'ai commencé à 16 ans. Ouais, c'est ça. Donc j'ai déjà mes premiers sketchs, j'ai déjà Vous un écrivez spectacle. déjà. Ouais, et puis je suis sur scène. Quand j'attaque les cours Florent, j'ai trouvé un théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Providence, où je joue 2 fois par semaine dans des salles avec 8 personnes. Donc du coup, moi je suis déjà sur scène, donc je me dis bah c'est tout, je vais juste arrêter les cours Florent et continuer à jouer sur scène. Et c'est déjà ce petit humour un peu méchant Oui, c'est très noir. dès le début. C'est très noir, c'est très provoque, c'est très rentre dedans. Bon, Donc voilà. ça c'est après quelques années sur scène justement où ça marche tant bien que mal, mais quand Ouais, même c'est dur, plus quand mal que bien. Plus mal que bien. Vous vous dites j'arrête en fait. Oui, je me dis c'est j'arrête. bon, ça fait 6-7 ans que je... Plus que ça même, hein, plutôt 8-9 que 7. Hein. Ouais, ça, putain, Parce quel que- courage, putain. 8-9 ans, quoi. Ouais, mais parce qu'en fait les gens, comme j'ai réussi à 25 ans, ils se rendent Ouais, pas c'est compte. tôt, mais c'est Oui, 16 ans, voilà, ouais. c'est ça, c'est que moi je suis déjà là depuis 17, depuis 16, donc et puis voilà, là j'ai pas de chauffage dans mon appart, je dors avec des pulls. À quel âge vous avez mieux gagné votre vie que vos 2 parents réunis? 25 ans. Je pense que je gagnais en une soirée ce que mon père gagnait en plusieurs mois, quoi. Et je l'avais pas très bien vécu d'ailleurs. C'est vrai? Non. Et je me rappelle que j'en avais parlé à Laurent Ruquier. Je lui avais dit, je culpabilise un peu, je vis pas bien ce truc. Et il m'avait dit, aie l'impression de te servir correctement de ton argent. Et ça ira. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une maison à mes parents. Et puis, et après, je m'en suis acheté une à moi. Donc ça, je pense que c'est de l'argent bien utilisé. Et du coup, tu vois, comme ils avaient tout perdu, puis que moi ça marchait pour moi, bon, j'ai été un petit peu obligé de leur acheter une maison. Bon, quand je dis obligé, attention, hein, je vois qu'il y a plein de jeunes dans la salle. Évidemment, hein, il n'y a rien de plus beau pour un enfant que de parvenir un jour à réduire ses parents à l'état de locataire. Hein. Ah putain, ils ferment leur gueule, hein. Je leur ai fait un bail d'1 an renouvelable, on ne les entend plus. Et puis un jour, j'hériterai de moi-même, c'est chouette. Et puis après, j'ai investi dans les sociétés de production. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre une bonne partie de mon argent. Comme j'ai une grande maison, je peux m'acheter ce que je veux, je peux aller au restaurant, je peux... Enfin, qu'est-ce que je peux de plus? Je vais pas acheter 4 Porsche, enfin, c'est débile. Je vais pas acheter une montre à 50 000 euros, ça m'intéresse pas. Tout ça m'intéresse pas. Donc je dis, bah, on va investir, on va investir dans... On va faire du business. On va prendre de l'argent et puis on va essayer d'investir sur des artistes comme... j'allais dire comme on a fait avec moi. Non, on n'a pas fait ça avec moi. Justement, comme on n'a pas fait avec moi. Donc, parce que moi, on est venu me chercher une fois que ça marchait. Bon, il se trouve que ça a marché aussi. Donc, j'ai pas perdu d'argent. Ouais. Vous produisez qui, par exemple? Alors, je produis Laura Lone. Ça, vous Ouais. connaissez. C'est Bien sûr. une Belge très connue maintenant que j'ai rencontrée il y a 7-8 ans, je crois, au festival de Dinard, un petit festival. Et puis, j'ai proposé à Laura, j'ai dit, j'ai jamais produit personne, mais si je suis pas bon, je te laisserai partir. Mais j'étais sincère. Et puis elle m'a dit ok, on y va. Et puis ça a cartonné. Mais donc, vous gagnez encore plus d'argent, mais vous avez toujours pas envie de la montre. Ben voilà. C'est con. Bah parce que vous savez, la production, c'est vrai, vous avez raison. En fait, la production, vous savez, c'est particulier parce que il vous faut beaucoup de trésorerie. Parce que vous pouvez perdre en quelques mois 100, 200, 300 000 euros très facilement sur des artistes qui sont pas énormes. Alors, je vous parle même pas des producteurs qui font de la comédie musicale et tout ça, qui peuvent perdre 1 million d'euros en un Ouais, mois. ça vous fait passer des sales nuits, de vous dire merde, j'ai perdu 200 000 balles en 3 mois,
ou c'est quelque chose que vous avez appris à gérer parce que vous savez que vous allez savoir les refabriquer? Alors, j'ai de la chance pour l'instant, j'ai pas perdu 200 000 balles. Voilà. J'ai perdu un peu d'argent parfois sur certains projets. Non, j'ai appris, disons que déjà, c'est très important de dire que je fais pas tout ça tout seul. Je fais ça avec Michael Dion, qui est mon meilleur ami et qui gère l'argent. Parce que si moi je gère l'argent, je suis comme ça, je ne dors plus. Oui, c'est ça. Lui, Michael, c'est un gars comme moi. Il a grandi dans des milieux très modestes, en banlieue, en quartier. Lui, il a même connu pire que moi. Lui, il a connu les huissiers chez lui. Et donc, quand tu as vu les huissiers prendre ta télé, tu vis pas les choses de la même manière. Donc Non. nous, on vit de manière extrêmement prudente. C'est-à-dire que je pense que je vis en dessous de mes moyens. Et on est extrêmement prudent avec les sociétés. Et regardez où on est. Ah, on est à Forêt Nationale. Allez, je vous emmène. C'est vrai que c'est grand. Ça vous dit d'aller voir la salle vide? Ouais, grave. Très accueillant, hein? Ouais, je pense que c'était plutôt des squats, non, avant. Bon, vraiment, j'ai besoin de comprendre comment un être humain Oui, là, se dit, Mais je vais monter là. ce qui est intéressant et ce qui est fou en même temps, c'est que là, comme ça, là, moi, j'arrive là comme ça, je ne me sens pas du tout en mesure de jouer devant tous ces gens. Et c'est ça qui est incroyable avec la scène. Là, j'ai arrêté, par exemple, de jouer pendant 2 mois. Ouais. J'avais l'impression que j'étais incapable de faire ce métier. Donc là, comme ça, à nu, machin vide, j'ai la même sensation que vous. Je ne vois pas du tout comment c'est faisable. Comment c'est faisable de monter sur scène? Mais quand il y aura le public et quand, je ne sais pas, il y a un truc qui se passe, il y a la bienveillance des gens qui sont assis, qu'on sent. Ouais. Il y a une énergie, en fait, très bienveillante quand vous montez sur scène. Et il y a une attente. Et donc la bienveillance et l'attente, ça vous permet de trouver de la force et le courage Évidemment. pour dire des choses. Et je sens, comme une entité, comme s'il y avait qu'une personne en face de moi, je sens la majorité du public, je sens leurs émotions, quoi. Donc, il y a pratiquement que les humoristes et les chanteurs qui ont la chance de faire des salles comme ça. Ma batterie, c'est le rire de mes spectateurs. Donc, c'est le seul art sur scène qui est en ping-pong immédiat et permanent avec le public. Et quand vous arrivez avec les gens, c'est inexplicable. Allez, on y va. On y retourne. Allez, on repart. Là, le nouveau spectacle que vous allez jouer à Forêt Nationale, là, hein, il s'appelle Anesthésie Générale. Dans Alléluia Bordel, vous avez parlé de la religion. Dans Vent 2 pièces à Beyrouth, c'était la géopolitique et la guerre. Ici, c'est un autre thème, c'est la santé. Et vous êtes comme les mecs qui n'ont pas été à l'école, vous êtes obligés de bosser beaucoup pour vous rassurer, de ne pas être un imposteur. Et donc, C'est tellement vrai. vous bossez comme un fou pendant 2 ans avant les spectacles pour essayer de vous documenter, de connaître un thème. Et puis seulement après, évidemment, vous pouvez en pointer les dysfonctionnements et en rire. Alors du coup, je me suis renseigné sur les tests cliniques liés à l'homéopathie, parce que ça faisait 5 ans que j'en prenais, donc du coup, je voulais quand même savoir si ça marchait. Aucun test clinique, comme ça c'est réglé, ça a été rapide ça comme rush. Pas de test clinique, pas de test toxicologique, pas de test pharmacologique, rien du tout. Rien. Je le rappelle, je lui dis, mais il n'y a aucun test qui prouve l'efficacité de l'homéopathie. Il me dit, pas besoin, on sait que ça marche. Puis j'ai comment ça, on sait que ça marche? Il me dit, au jugé. Mais je dis, mais va jouer aux fléchettes si tu veux faire un truc au jugé. Là, c'est la santé, le domaine de la santé. C'est quand même un peu vaste, hein, le domaine de la santé. C'est très vaste. Vous y êtes allé parce que c'est une vraie question aujourd'hui, hein, les maladies précoces, L'économie autour de la santé. l'économie le autour de la financement. santé avec l'hôpital public qui s'effondre et pas que l'hôpital public d'ailleurs. Plus évidemment vous dans votre cas, vous êtes plutôt un très bon objet d'étude de santé, vous-même. C'est vrai. Vous êtes trouble de l'attention et de l'hyperactivité, assez poussé. Vous avez des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Vous avez des troubles obsessionnels idéatifs. Ça, c'est encore beaucoup plus particulier et beaucoup plus chouette. Ouais, l'idéatif, C'est que ce sont des idées et des images qui s'imposent à vous. Ouais. Et la nature étant extrêmement bien faite, c'est rarement des petits oiseaux sur une branche qui nous apparaissent. C'est rare. Quand est-ce que vous avez réalisé que vous aviez ça et que les autres ne l'avaient pas? J'ai réalisé très très vite que j'avais plein de problèmes parce que là maintenant on arrive à catégoriser comme on vient de le faire là, dire vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Mais ça ne peut exister que quand un psychiatre s'est posé devant vous, vous a expliqué. Mais c'est à quel âge que vous vous dites Ah oui d'accord, j'ai compris. Très jeune. Ça va être un problème. Très jeune, très Et- jeune, très jeune. Ah ouais?
Quel âge? Très jeune. Mais déjà à 8 ans, ma mère, elle me racontait qu'à 8 ans, je lui disais, je suis triste. Et elle me disait, pourquoi? Et je dis, je sais pas, je suis triste. Et ma mère essaie de trouver une raison. Je me rappelle d'une scène où je suis dans la cuisine et je dis, je suis triste, je suis malheureux, j'ai envie de pleurer. Ah bon, mais pourquoi? Ben, je sais pas. Ben, je sais pas, alors on cherchait. Puis on finissait par dire, peut-être mamie te manque. Elle dit, oui, mamie. C'est vrai que mamie me manquait. Alors je dis, bon, bah, c'est ça, bah, alors appelle mamie. Bon. Donc, assez jeune, je me rends compte quand même que ça va pas. Et puis, assez jeune, je vois que les autres réagissent de manière totalement différente aux situations. Et donc, très vite, je m'empêche de réagir comme je le voudrais aux situations. C'est-à-dire que je vois que je prends les choses beaucoup plus à cœur, que les choses me scandalisent, que les choses me terrorisent, que les choses me passionnent, que les choses me bouleversent. Je sens que Tout est fort. tout est fort, que tout est très fort. Mais trop fort. Les lumières, les sons, le nez qui siffle du camarade de classe, j'ai envie de lui planter un compas dans l'œil. Je sens que tout est l'adolescence. Alors là, la première relation amoureuse, alors là, Carnage. ah, c'est un carnage, c'est la femme de ma vie. Je suis dans un level de, donc la rupture, elle me quitte. C'est une, mourir de tristesse, de peine. Je suis dans un état. Tout est comme ça. Chaque minute de ma vie est un déchirement ou une joie intense. Parce que faut dire la vérité, parce qu'on a toujours tendance à parler du négatif, mais la joie est de l'autre côté aussi. Hein. Le moindre truc. La conscience de la beauté et du plaisir est très forte aussi. Tout est beaucoup trop fort. Mais c'est épuisant pour un homme. Alors c'est très Pas épuisant. pour un être humain. C'est fatigant et donc très vite je vois bien qu'il y a un souci quoi. J'ai le sport déjà, mais ça suffit pas. Ouais, c'est ça, j'ai des amis, ça suffit pas. J'ai le théâtre, ça suffit pas. Et l'alcool devient très rapidement un médicament. À quel âge? Déjà à 14-15 ans, je commence déjà à bien faire la fête avec mes copains. Et puis en vieillissant, je commence à me rendre compte vraiment que j'ai un problème avec l'alcool. Et à 30 ans à peu près, 28-29 ans, je commence à me mettre des caisses tous les soirs. Et vous buvez parce que vous êtes malheureux? Ouais. Mais je ne sais pas ce que j'ai. Je comprends pas ce qu'il y a dans ma tête, quoi. À 30 ans, je commence à boire du whisky le matin. Donc là, on passe un petit step. Jusqu'au moment où vous êtes à l'hôtel à Aix-en-Provence et vous vous dites on s'arrête là. Ouais. Là, au moment où je fais ça, je crois que ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, je fais que boire. Je suis dans un état de fatigue psychologique, de tristesse, de drame, de tout, rarement égalé. D'ailleurs, il y a mon associé, mon ami Michael, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est là sur les dates de tournée, ce qu'il fait jamais, parce que Oui, ça, il sait qu'il doit être dans le coin. mon équipe technique et tout voit que là, ça ne va pas du tout. Et puis, je sais pas, à 4-5 heures du matin, je crois, je monte au bord de la fenêtre. Je suis très haut, hein. Je sais pas à quelle hauteur je suis, mais je suis haut. Et je monte je monte pas pour sauter, je monte au bord de la fenêtre pour me dire, pour tester la sensation que ça me ferait d'imaginer de sauter. Et là, Michael va rentrer dans la chambre parce que ma copine de l'époque s'en va, parce qu'on vient de se prendre la tête, encore une fois, évidemment, parce que je suis insupportable. Elle se casse, elle va voir Michael, elle lui dit je m'en vais, il est horrible, il me dit que des horreurs, je m'en vais. Mais surveille-le quand même parce que j'ai l'impression que vraiment ça va pas quoi. Donc elle lui donne notre clé de chambre et puis lui il monte. Et moi je sais pas qui va arriver. Donc quand lui il rentre dans la chambre, il me voit au bord de la fenêtre. Alors, petit choc. Mais Michael, faut le connaître, hein, c'est un personnage Michael. Hein. Il se démonte pas. C'est pire que ça, c'est qu'il approche il approche de la fenêtre comme s'il se passait rien. Ça va? Ça va pas toi, hein? Vous auriez sauté? Ouais. J'allais sauter, en fait. En fait, à un moment donné, il y a un truc qui se passe dans ma tête. Et je me dis, en fait, il n'y a plus du tout de tristesse, tout ça s'en va. Il y a que de la joie, presque de l'euphorie. Et vous vous dites, mais putain, de la libération. Oui, parce qu'en fait, je vais sauter je vais rien sentir. Dans une seconde, c'est terminé. Et tout à coup, cette vie me semble finalement plus si dure que ça, parce qu'il y a cette issue. Et tout à coup, c'était presque chouette, mais je vais arrêter maintenant, moi. Voilà. Mais je vous assure, c'est vraiment ça dans la tête. Et donc, je ferme les yeux et je pousse sur mes bras. Et je sens le... Parce que j'avais pas beaucoup de place, donc j'ai pas fait un grand truc comme ça. Je fais juste ça.
Et je me sens aller dans le vide et je prends l'instinct de survie, je sais pas, Tu reviens. je reviens et je fais et là je réagis comme si on voulait me pousser par la fenêtre. Et donc là je dis il faut absolument m'enfermer, il faut vraiment m'enfermer, il faut me soigner parce que là je vais sauter. Je me rends compte que je veux pas mourir et que je vais me faire mourir. Et la cure de désintox, Ouais, là tout de suite, enfin un en mois express. après, hein, on y ouais. va. Là on y va parce que Et là, révélation. Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas, ou qu'est-ce que vous parvenez finalement à dire, qui est une révélation? déjà ils me disent que je suis un grand dépendant, c'est-à-dire je buvais 6 litres de vin avant d'arriver, 6 litres de vin par jour, donc je suis pas un alcoolique. Et d'ailleurs moi je me rappelle de la folie du truc, c'est que dans les premières réunions il y avait un mec qui disait bah moi voilà je bois 2 litres par jour et tout. Et dans ma tête mes premiers degrés. Hein, Petit je me disais, joueur. non, je me disais qu'est-ce qu'il fait là? Pour moi l'alcool c'était ce que moi je vivais, c'était 6 litres. Si c'est 2 litres, c'est pas C'est bon. Presque moi je me disais c'est presque pas un alcoolique. J'étais à un level parce que moi à la fin j'étais au shaker, hein. Je prenais des grands shakers comme ça, du verre pilé, de la glace pilée, pas du verre pilé. C'est bien ça. Bouteille de rosé, je versais pratiquement toute la bouteille de rosé dans le shaker et je buvais ça en 15 minutes. Hein. Donc moi 2 bouteilles, c'était... Oui, c'était pendant un film, quoi. Oui, bah, mais vraiment, c'est vrai. Hein. Donc déjà on m'apprend que je suis un grand dépendant. Donc vous avez ce truc Donc j'ai ce problème d'addiction. de l'hyperdépendant. L'hyperdépendance. Est-ce qu'on en guérit, ou est-ce que c'est génétique, voire, je sais pas, C'est pas un génétique. truc? C'est pas Et vous génétique. serez dépendant à toute votre vie. Oui. Maintenant, il va falloir choisir les choses auxquelles être dépendant, quoi. Il faut accepter, voilà, c'est ça. Il faut accepter la frustration Celle qui tue pas, quoi. et accepter de lâcher les chiens sur ce qui est viable. Pas trop grave. Pas trop grave. Et vous lâchez les chiens sur quoi, du coup? Le sport, Ah ouais. le travail et l'addiction inverse, c'est-à-dire prendre soin de moi, prendre du curcuma le matin, prendre des... Accro au curcuma. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est bien. Aujourd'hui, vous parvenez à être heureux? Ouais, parce que déjà, par exemple, les obsessions, avant c'était des hurlements dans ma tête, maintenant c'est des chuchotements. J'aime bien cette métaphore parce que c'est vraiment ça. Ah. C'est-à-dire que de temps en temps, ça parle un peu plus fort, et j'arrive à faire comme si j'avais pas entendu. Allez faire taire. Honnêtement, Et vous aimez bien votre vie, maintenant? Ouais. Il y a des moments durs. Hein. Il y a des moments compliqués, il y a des moments de doute, il y a des moments où j'ai envie de reboire, il y a des moments où j'ai envie de tout casser, il y a des moments où j'ai envie de laisser le loup sortir. Il y a évidemment. Mais avec le temps, je commence à sentir aussi une espèce de force, de tranquillité, une espèce de... En fait, je me sens pas vieillir, je me sens de plus en plus fort. Et les obsessions, il y a encore 2-3 ans, c'était très très dur. Et pourtant, ça faisait déjà 3 ans que j'avais arrêté de boire. C'est pour ça que je dis aux gens, lâchez pas l'affaire. Hein. J'ai juste compris que tout ce que mon cerveau voulait faire quand je souffrais, c'était l'inverse qu'il fallait faire. En gros, c'est très simple de savoir comment... Vous voulez savoir quoi faire quand vous allez mal? C'est tout ce que vous n'avez pas envie de faire. Quand vous allez mal, vous avez envie de bouffer de la merde, vous bourrez la gueule, vous droguer, insulter les gens, vous isoler. Grosso modo, c'est ça. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Vous allez mal, il faut vous lever, aller faire du sport. J'ai pas envie de faire du sport. Mais faut aller faire du sport. Va courir en chialant et tu vas voir que quand tu reviens, t'es pas dans le même état que avant de mettre tes baskets. Manger sainement, essayer de dormir. Mais j'arrive pas à dormir. Ben couche-toi quand même. J'ai envie de me droguer, ben on boit de l'eau. J'ai envie de m'isoler, ben non, appelle des gens. Va voir des gens. Ouais. C'est un peu schématique, Ouais. mais quand même, on n'est pas si loin de la vérité quand même. Eh bien, voilà, vous voilà revenu au point de départ. Eh ben, quelle C'est un belle peu un beau balade. concept de la vie. Hein. On fait comme ça et puis on arrive souvent au point de Ouais. départ. Ouais, oui. Mais mieux, plus fort. Mais plus fort. Eh bien, c'était un plaisir de parler avec vous, Jérémy. Moi de même. C'était une très 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 chouette. On peut pas dire une interview, mais un très très chouette moment. Au revoir, Jérémy. Au revoir, monsieur. Merci à vous. Au plaisir. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne trompe pas sur la marchandise, Jérémy Ferrari. L'humoriste présentera son 3e one-man show, Anesthésie Générale, sur la scène de Forêt Nationale le 28 janvier.